Si on devait dresser une liste des maux que l'on redoute le plus, il est à peu près certain que pour beaucoup d'entre nous, le cancer figurerait dans la liste, peut-être même en haut de la liste. Selon les estimations de Santé Canada, entre un tiers et la moitié des Canadiens devront faire face à un cancer durant leur vie. Et même si, heureusement, le cancer n'est pas toujours mortel, il est quand même synonyme d'épreuve, de souffrance. Alors, est-ce une fatalité? Ou y a-t-il moyen de mettre toutes les chances de notre côté? Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans Il est écrit pour parler santé. Et vous savez à quel point Il est écrit est toujours intéressé par les questions de santé, que ce soit santé physique, mentale, relationnelle, spirituelle, bien entendu. Et quand on parle du cancer, je ne suis pas loin de penser que ça touche un petit peu toutes ces dimensions-là. Pour en parler aujourd'hui et pour nous donner de l'espoir, je reçois Dominique Noël, qui est un petit peu un habitué de l'émission. Il dirige une clinique en Ontario. Bonjour Dominique. Bonjour. Bienvenue dans cette émission pour parler d'un sujet extrêmement d'actualité. Peut-être tu peux nous redonner quelques éléments de perspective par rapport aux statistiques dont je parlais dans l'introduction. Oui, tout à fait. Alors, le cancer est la première cause de décès prématurés au Canada. 28,2 % des décès prématurés sont causés par le cancer en 2022. On a plus de 200 décès par jour au Canada causés par le cancer et plus de 600 personnes par jour sont diagnostiquées d'un cancer au Canada. Alors, c'est ça qui est frappant. Déjà, 200 qui meurent chaque jour du cancer, c'est fort, mais 600 qui sont diagnostiqués, ça c'est en hausse. Effectivement. Et on sait également qu'un homme sur deux sera atteint d'un cancer durant sa vie et une femme sur trois également aura un diagnostic de cancer durant sa vie. Est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce qu'on comprend pourquoi il y a cette hausse? On n'a pas vraiment d'explication certaine. On a certaines hypothèses, bien sûr, qui peuvent nous aider à comprendre pourquoi est-ce que le cancer est plus prévalent aujourd'hui, comme par exemple l'épidémie d'obésité, par exemple, n'est pas étrangère au fait qu'on a beaucoup plus de cancers, tout simplement parce que l'obésité est un état physiologique dans lequel on va avoir, par exemple, une augmentation de la quantité d'insuline et également d'autres facteurs qui viennent augmenter la division cellulaire des cellules de notre corps. Or, le cancer est un processus durant lequel les cellules se multiplient à un rythme chaotique. Alors, lorsqu'on vient ajouter l'insuline et d'autres facteurs de croissance, ça vient mettre le feu à tout ça et on a bien sûr l'apparition de masses ou de tumeurs. Alors, l'épidémie d'obésité est souvent mentionnée comme l'un des facteurs qui fait en sorte que le cancer est plus présent dans nos vies aujourd'hui. Et il y a d'autres hypothèses. Il y a d'autres hypothèses également qui sont mentionnées, comme par exemple le fait que la majorité des Canadiens n'observent pas les recommandations de notre excellent guide alimentaire pour manger sainement. Ça, c'est un autre facteur également qui survient généralement lorsqu'on émet des hypothèses sur la montée de la prévalence du cancer au Canada. Donc, le mécanisme du cancer, même si on ne le connaît peut-être pas complètement, c'est donc cette division de cellules qui quelque part, ont muté. Et effectivement, lorsqu'on considère dès la conception, ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce aux divisions cellulaires. Okay? Dans la grande majorité des cas, c'est ce qui est identifié comme le processus qui va mener au tissu cancéreux. C'est sûr qu'on parle avant d'une cellule unique qui va avoir un changement au niveau de ses gènes, une mutation qui va l'emmener à ne pas se soumettre à certaines règles cellulaires, comme par exemple respecter le fait qu'à un moment donné, s'il y a trop de défauts dans la cellule, elle meurt. Tu vois? Mais avec le cancer, ce phénomène-là d'apoptose,
il est désactivé. Ou encore, il y a certaines règles qui disent aux cellules, OK, vous avez atteint une certaine masse critique, on ne se divise plus. Dans le cancer, cette limite de prolifération. Et ça continue à proliférer. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les substances ou les phénomènes cancérigènes sont les processus par lesquels les cellules vont se dénaturer vers une cellule potentiellement cancéreuse. Dominique, est-ce qu'on pourrait prendre le temps de mentionner les principaux facteurs de risque connus par rapport au cancer? Qu'est-ce qui fait qu'on est plus susceptible d'avoir un cancer? Parce qu'en connaissant ces facteurs de risque, peut-être on peut aussi agir. C'est ce qu'on voudrait proposer à nos auditeurs aujourd'hui. Alors, on va commencer par les facteurs de risque non modifiables. Alors, très rapidement, premièrement, on parle des gènes. Alors, il y a certaines femmes, entre autres, qui vont avoir un type de gène, on appelle ça les gènes BRCA. Et ces femmes-là doivent absolument s'assurer de faire des dépistages pour le cancer du sein rapidement parce qu'elles sont beaucoup plus susceptibles. Et certains experts disent même, en dépit de l'adhésion, par exemple, à un bon style de vie. Alors, important de s'assurer que si la majorité de nos tantes, grand-mères ou les sœurs ont eu un cancer du sein, il faut absolument faire le dépistage. Alors, premièrement, ça, les c'est gènes. génétique. Oui, Okay. les gènes. Mm-hmm. Deuxièmement, il y a l'âge. On sait aujourd'hui que plus nous vieillissions, plus notre système immunitaire également vieillit. On appelle ça l'immunosénescence. Et la patrouille de nos soldats pour identifier les cellules cancéreuses est beaucoup moins efficace. Par conséquent, ces cellules-là vont devenir des tissus et ensuite des tumeurs qui vont ensuite causer des symptômes du cancer. Et finalement, il y a le sexe. Tout simplement. C'est certain, le sexe masculin va venir avec un risque beaucoup plus élevé du cancer de la prostate. Et les femmes, bien sûr, ça va être un risque plus élevé du cancer du sein, des ovaires et de l'utérus. Donc ça, on parle de facteurs de risque non modifiables. Il y a la génétique, il y a notre âge, il y a le fait qu'on soit un homme ou une femme. Maintenant, intéressons-nous à ce qui est modifiable, parce que c'est ça qui va pouvoir faire une différence. Quels sont les facteurs de risque modifiables? Alors, pour les facteurs de risque modifiables, pour peut-être commencer par les facteurs qui sont beaucoup plus évidents. On va parler de l'abstention par rapport au tabagisme et de l'alcool. D'accord? Pour le tabagisme, la majorité des auditeurs le savent. L'usage du tabac va augmenter le risque du cancer du poumon. Cancer du poumon en particulier. Effectivement. Mais c'est important de mentionner que la fumée secondaire également est un facteur de risque pour le cancer du poumon. Alors, c'est important de s'assurer que l'air que nous respirons soit sain. On rappelle que la fumée secondaire, c'est celui qui ne fume pas, mais qui respire la fumée des autres. Également, important de s'assurer que l'air que nous respirons à la maison ou l'air que nous respirons au travail soit un air qui est pur également, ou un air qui est sain, parce qu'un air qui est riche en radon, par exemple, ou en asbestos, va également causer une augmentation du risque du cancer du poumon. En fait, l'exposition chronique au radon est le deuxième facteur le plus important qui vient augmenter le risque de développer un cancer du poumon. Donc ça, par rapport au radon, je sais parce que je l'ai fait chez moi, on peut faire un test qui est gratuit. Exact. Et qui permet de déterminer s'il y a la présence de radon dans notre appartement, dans notre maison ou au travail. Et je vous dirais que c'est une précaution que tout le monde devrait faire au moins une fois après avoir emménagé dans une maison, c'est de vérifier la concentration de radon dans l'environnement dans la maison. Donc ça, c'est un élément pratique qu'on devrait tous retenir. Absolument. Quoi encore? L'alcool. Alors, l'alcool vient augmenter les risques de cancers gastro-intestinaux. Alors, on parle ici du cancer de l'œsophage, de l'estomac, aussi du cancer colorectal. Alors, c'est important d'aller même au-delà de ce qui est recommandé au niveau de recommandations de la santé publique. Quand je dis au-delà, bien sûr, c'est être plus strict parce que les recommandations disent pour les hommes, c'est 2 consommations par jour, par semaine, et pour les femmes, 1. Moi, je vous dirais que l'abstention, parce que l'OMS a fait le communiqué durant la dernière année qu'il n'y a aucune dose minimale sécuritaire pour l'alcool. Et on en a entendu parler, j'ai lu ça dans les journaux, j'ai vu ça sur Internet. De plus en plus, on dit finalement le plus sécuritaire, c'est s'abstenir. Absolument. Donc tabac, alcool, ça, on comprend, on le sait. D'autres facteurs modifiables sur lesquels on peut intervenir? Alors, un autre facteur qui est modifiable, sur lequel on peut intervenir, c'est un facteur sur lequel j'essaie d'intervenir personnellement, c'est le poids. Tout simplement parce qu'en étant dans un état de surpoids, on crée un état physiologique où le cancer peut proliférer. Lorsqu'on est en surpoids, généralement, le surpoids vient avec une résistance à l'insuline.
l'insuline est une substance chimique, une hormone qui est anabolique, c'est-à-dire qu'elle crée l'expansion des tissus, que ce soit la matière grasse, okay? Ou encore le tissu adipeux plutôt, ou le cancer. Donc, c'est tout bénéfice pour plein de raisons, pas seulement pour le cancer, mais particulièrement pour le cancer, c'est tout bénéfice de veiller à son poids, de revenir à son poids idéal le plus possible. Exact. Et lorsqu'on fait un survol, par exemple, d'un site comme Cancer Canada, on va voir que la gestion du poids fait partie des stratégies pour quasiment tous les cancers. Okay? Par exemple, le cancer de la prostate, on va suggérer de maintenir un poids santé. Pour la prévention du cancer du sein, on va recommander, encore une fois, de maintenir un poids santé. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'état physiologique dans lequel nous sommes lorsqu'on est en surpoids ou dans un état d'obésité vient donner de l'essence à l'incendie qu'on va appeler le cancer. Alors, si on parle de surpoids ou d'obésité, je peux deviner que, par exemple, l'alimentation qu'on a ou l'exercice qu'on fait, ça doit être aussi des éléments fondamentaux. Effectivement. Pour l'alimentation spécifiquement, pour garder ça simple, ce qu'on recommande aux gens, c'est avoir une alimentation qui est basée sur l'arc-en-ciel. C'est-à-dire, il faut avoir une alimentation qui a différentes couleurs, tu vois. Pourquoi? Parce que chaque teinte qui compose un aliment ou qui caractérise un aliment va apporter un type de nutriments. De nutriments, mais également de stratégies pour prévenir le cancer. Comme par exemple, les aliments rouges contiennent de la lycopène et ça aide à prévenir le cancer de la prostate. Alors, quand on parle de rouge, on ne parle pas de la viande rouge. Non, on parle des fruits et légumes de couleur rouge. D'accord. Merci de faire la précision. Ouais. Les fruits et les légumes de couleur orange, par exemple, vont fortifier le système immunitaire. Les fruits et les légumes de couleur bleue ou violet, qui contiennent de l'anthocyanine, elles vont prévenir l'accumulation de radicaux libres. Les radicaux libres, eux, vont causer des dommages à l'ADN. C'est intéressant, les légumes de couleur blanche, comme l'oignon, l'ail, elles, ce qu'ils font, c'est qu'ils protègent l'ADN. Ils également préviennent la prolifération chaotique des cellules. Donc, on a intérêt, si on veut avoir une alimentation qui soit anti-cancer, si on peut dire ça comme ça, on a intérêt à avoir une alimentation essentiellement végétale, avec toutes sortes de couleurs. C'est ça que je comprends. Exactement. Il faut manger l'arc-en-ciel, comme on dit en anglais. Également parce que l'alimentation d'origine végétale est riche en fibres. Okay? Une alimentation riche en fibres nous permet de prévenir le cancer, tout sexe confondu, qui est le plus fréquent, à part bien sûr le cancer du poumon pour ceux qui fument, c'est le cancer colorectal. D'accord? Plus on a une alimentation qui est riche en fibres, plus notre risque de développer le cancer colorectal devient faible. Donc, manger varié, manger essentiellement végétal, s'assurer d'avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et manger des fibres. Ça, c'est quelque chose qui va faire une grande différence par rapport à nos risques. Oui, et tout à fait. Et lorsqu'on mange comme ça, ce qui arrive, c'est qu'on perd du poids. Voilà. Et lorsqu'on perd du poids, on diminue notre risque également. Parlons un petit peu de l'exercice, Dominique, l'importance de l'exercice par rapport à la prévention du cancer. Alors, la première chose pour l'exercice, c'est que lorsqu'il n'est pas intense, parce que lorsqu'on parle d'ultramarathon ou même d'un marathon normal, ce qu'on regarde durant les semaines qui vont suivre, c'est une fatigue du système immunitaire. Okay? Alors, on parle d'un exercice ici modéré, d'accord, et régulier. Ce qu'on remarque, c'est que ça donne une stimulation à notre système immunitaire. Et ce que ça veut dire, c'est que notre système immunitaire est plus apte à détecter et à éliminer les menaces cancéreuses. Okay? Est-ce que c'est un exercice modéré? Est-ce qu'on pourrait... Je sais que parmi nos auditeurs, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, ça peut être différent, mais est-ce qu'on a un point de repère pour savoir est-ce que c'est un exercice modéré, puis à quel rythme on devrait le faire, à quelle fréquence? Alors, les recommandations sont un exercice modéré 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. Alors, c'est 150 minutes. Et ça, c'est un exercice qui va causer un léger essoufflement, mais qu'on peut continuer à faire pendant 30 minutes. Donc, par exemple, si je marche, je dois marcher suffisamment vite pour sentir que je suis légèrement essoufflé, mais je peux continuer l'exercice. Si je cours, si je fais du vélo, pareil. Exact. D'accord. Alors, entre autres, un exercice modéré, 5 jours par semaine d'au moins 30 minutes,
va emmener quand même une diminution de 15 à 20 du risque de développer le cancer colorectal. Alors, et bien sûr, l'exercice va nous aider par rapport au maintien d'un poids santé. Et ça vient encore une fois diminuer davantage notre risque de développer un cancer en général. Quels sont encore les autres éléments qu'il faut prendre en compte, les facteurs de risque, mais aussi ce qu'on peut modifier? Le sommeil. Alors, aujourd'hui, dans notre vie trépidante, souvent, on néglige le sommeil parce que le sommeil, on a l'impression de ne rien faire. C'est vrai que nos membres ne font pas grand-chose, mais notre système immunitaire se régénère la nuit. D'accord? Alors, il y a beaucoup de personnes également qui, pour différentes raisons, ont un rythme circadien qui est irrégulier parce qu'ils travaillent de nuit, une semaine, 2 jours, une autre, 2 jours pendant l'autre semaine. Ça, c'est très difficile pour l'organisme. Extrêmement difficile pour l'organisme. Alors, pour les personnes qui ont un tel horaire, je ne veux pas les décourager. La recommandation ici, c'est de s'assurer de suivre les recommandations de dépistage pour les cancers les plus fréquents. Alors, si vous êtes une femme, important de faire votre test de dépistage du cancer du col de l'utérus régulièrement, le dépistage du cancer du sein également régulièrement, parce que votre style de vie, malheureusement, vient augmenter votre risque. Bien sûr, il faut respecter les recommandations de dépistage pour le cancer colorectal également. Une nuit de sommeil qui correspondrait à notre besoin physiologique. Au moins 7 ça peut être variable, mais c'est combien? Au moins 7 heures. Au moins 7 heures. Au moins 7 heures par 24 heures. 24 heures. Donc, un élément important, on a parlé donc, de contrôler son poids, on a parlé de l'alimentation arc-en-ciel, fibres, on a parlé de l'exercice modéré avec un léger essoufflement. On vient de parler du sommeil, si possible, au moins 7 heures. Quoi encore, Dominique? L'autre élément, c'est un élément qui commence à faire l'actualité présentement, c'est l'augmentation des cancers qui sont liés à des virus oncogènes. Spécifiquement, ici, on parle de l'hépatite B ou C et également du VPH. D'accord? Alors, on sait aujourd'hui que la majorité de ces infections-là sont issues de pratiques sexuelles. Alors, nos pratiques sexuelles sont sujettes à notre volonté, d'accord? Alors, ici, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est suivre les recommandations qui proviennent de la Bible, vont nous aider significativement à prévenir ce type de cancer ici. On parle ici du cancer du col de l'utérus, et le cancer de la gorge, le cancer du foie pour l'hépatite B. Alors, pour le cancer de la gorge et du col de l'utérus, ici, on parle du virus du VPH, du virus du papillome humain. Donc, avoir finalement, sur le plan sexuel, une vie dans laquelle on a des relations sexuelles fidèles avec le même partenaire, c'est quelque chose qui va aussi nous protéger par rapport au cancer. C'est ce que tu es en train de nous dire. Absolument, absolument. Peut-être un dernier petit mot sur le stress. Oui, le stress cause... En fait, d'abord, le stress n'est pas une mauvaise chose. Lorsqu'il est dirigé vers une situation précise. L'inflammation n'est pas une mauvaise chose lorsqu'elle est nécessaire pour gérer une situation précise. Le problème, c'est lorsque le stress ou l'inflammation devient chronique. C'est à ce moment-là qu'avec le temps, ces phénomènes physiologiques-là peuvent avoir un effet négatif sur l'intégrité de notre ADN. Et bien sûr, lorsque cette intégrité-là est compromise, le risque de cancer survient. Alors, important d'avoir dans notre quotidien des méthodes pour gérer de manière adéquate notre stress. On peut parler ici de planification pour s'assurer que ce qui est important ne devienne pas urgent, par exemple. Mais on peut parler également de temps passé dans la méditation avec le Seigneur pour nous rappeler qu'il est présent dans notre vie pour nous soutenir. La confiance en Dieu. Oui, confiance en Dieu, la prière, et puis les relations humaines. Absolument. Tout ça sont des choses importantes par rapport au stress. Et c'est important de mentionner les relations humaines parce que des rapports récents démontrent que les relations humaines ne sont pas seulement utiles au niveau physiologique, mais également les relations humaines sont le facteur le plus important pour avoir une vie heureuse. Okay? Alors, non seulement en faisant en sorte que nos relations avec les autres soient saines, on améliore nos chances de demeurer en santé, mais on a également une meilleure expérience humaine. On est beaucoup plus heureux. Dominique, on pourrait encore parler longtemps
mais on a juste donné quelques pistes qui vont pouvoir aider nos auditeurs. Ça me fait penser à un texte, je vais quand même le lire en terminant. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 15, il y a une promesse que Dieu fait. Il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses enseignements et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ça nous rappelle que finalement, lorsqu'on suit les lois de la santé que Dieu a créées, on se donne les meilleures chances. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un cancer, parce qu'on est, on est sur une terre malheureusement qui est loin d'être parfaite, mais on se donne certainement les meilleures chances. Et merci Dominique de nous avoir rappelé aujourd'hui quelques principes essentiels pour être en santé. C'est un plaisir. Bonjour France. Bonjour Rémi. Salut Alberto. Bonjour Rémi. Allô. Bonjour France. Alors, on a parlé aujourd'hui de prévenir le cancer. Oui. Le livre que tu as entre les mains, bien sûr, parle de santé. Parle de santé en général, mais il y a quand même un chapitre qui concerne le cancer. Alors, le titre du livre, c'est « Santé complète ». C'est un livre qui est basé quand même sur les 8 lois de la santé naturelle, l'eau, l'air, l'exercice, l'ensoleillement, Les le lois repos fondamentales. et tout ça. Donc, mais c'est un livre qui est divisé comme suit. Il y a 24 chapitres. C'est 24 conseils pratiques, efficaces, réellement simples qu'on peut appliquer. Et je tiens à montrer quand même à nos auditeurs, regardez quand même, il est bien présenté. Il est bien présenté. Les images sont très belles. Et je vous dirais que quand on le regarde, on a le goût de bien manger, on a le goût d'être en santé, on a le goût de faire la même chose. Alors, ce n'est pas un livre compliqué. C'est très simple. Donc, chaque chapitre a environ 3, 4, 5 pages maximum. C'est très, très simple. Comme on disait, c'est pratique, facile à appliquer dans notre vie. Puis, je veux juste mentionner... Oui, donne-nous quelques titres pour qu'on ait une idée de ce qu'il y a dedans. Certainement. Donc, bien sûr, on parle des lois naturelles, comme on a mentionné tout à l'heure. On parle du gras, le pain complet, les céréales. On parle du chocolat, le sucre, le café. On parle bien sûr de l'alcool, le tabac, etc. Donc, les vitamines, mais on parle de pression artérielle, prévenir le cancer. Est-ce qu'on peut vraiment le prévenir? Santé mentale, l'insuline, en fait, par rapport au diabète, la prostate et le mode de vie en général. Donc, c'est très Conseil varié, naturel par rapport à tout ça. Très complet pour une santé. Alors voilà, je pense que c'est important d'en prendre connaissance, de garder dans sa bibliothèque pour 16 $ seulement, plus les frais de poste. C'est très abordable. Ça peut changer une vie, vraiment, parce que c'est facile à retenir, à comprendre et à appliquer. Alors voilà. Santé complète. Santé complète, 16 $ plus les frais de poste. Merci France. Ça fait plaisir. Et puis Alberto, toi, tu as une question d'une auditrice, une question existentielle. Tout à fait. Geneviève qui nous a écrit de Saint-Colomban. « J'ai besoin de retrouver, écrit-elle, un but à ma vie. Mais je ne sais pas comment. Comment servir Dieu en attendant son retour? » Une réponse courte. Oui, une très bonne question. Oui, c'est une question fondamentale. Le but de ma vie, à quoi je sers? À quoi je sers? Oui, en attendant son retour. Oui. Et une réponse très courte qu'on pourrait lui donner, c'est d'être les pieds et les mains de Jésus en attendant son retour. C'est-à-dire que les gens qui sont autour d'elle puissent voir Jésus à travers ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. Et donc, ainsi, on va pouvoir collaborer avec Dieu. Vous savez, l'Évangile sera prêché partout dans le monde avant son retour. Ainsi, on pourra être utile. Alors, visiblement, elle veut Geneviève, mais elle se dit comment. Peut-être qu'elle se pose la question, mais moi, quels sont mes dons? Pourquoi je suis faite? Où est-ce que je vais pouvoir être utile? Peut-être que ça vaut la peine. Alors, je ne sais pas du tout si Geneviève est quelqu'un, par exemple, qui fréquente une église ou un groupe quelconque, mais ça vaudrait la peine qu'elle rencontre d'autres personnes parce que souvent, moi j'ai remarqué souvent, le regard des autres nous aide à mieux nous connaître nous-mêmes et à mieux repérer pourquoi on est fait.
Oui, on voit les dons de la personne plus facilement. Effectivement, les autres le voient. Voilà, voilà. Effectivement. Et ça nous encourage aussi à aller de l'avant avec Mm. les dons, les talents que Dieu nous Ouais. a donnés. Puis pas toujours des grandes choses, hein. Moi, je trouve que c'est dans le quotidien, quand on rencontre quelqu'un, d'être attentif, à l'écoute, Absolument. l'aider, répondre à ses besoins, l'encourager. Je pense que c'est ça, être les mains et les pieds de Jésus, hein. C'est faire du Ouais. bien Voilà, aux tout gens comme autour de Jésus l'a nous. été quand il était Ouais, avec c'est nous. ça. Et puis Dieu va nous donner des occasions de pouvoir simplement partager notre foi ou prier pour Ouais. quelqu'un. Mm. Ça fait une différence dans la vie. Absolument. Et par rapport à ce que je disais concernant le fait d'être avec un groupe, parfois aussi, dans le groupe, on va trouver des idées qu'on n'avait pas eues. Oui, c'est vrai. On apprend beaucoup, je trouve, quand Ouais. on est dans un groupe. On apprend des autres. Il peut y avoir certains ministères, certains services. On va s'identifier, on va dire « Ah, ça, Ouais. hein, ça c'est pour moi ». Donc, Mm. encourager peut-être Geneviève à ne pas hésiter à être un peu curieuse, à chercher, à aller voir. Puis je suis persuadée que si elle a vraiment le désir d'être utile, Dieu va lui montrer ce pourquoi elle est faite. Voilà, il Tout à va fait, diriger. Oui, oui. Merci Geneviève d'avoir envoyé cette question. Merci Alberto de l'avoir relayée. Avec Merci à plaisir. tous les deux. Un plaisir. Et puis si vous voulez vous procurer notre offre de la semaine, eh bien c'est très simple. Voici comment vous pouvez entrer en contact avec nous. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Caisse postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume, chapitre 143, verset 8. Pour connaître nos lieux de rencontre dans la province du Québec et ailleurs au Canada, appelez-nous au 1-866-729-3515 ou visitez le sdaqc.org/église au pluriel. J'espère que l'émission d'aujourd'hui vous aura été utile, que vous aurez repéré des éléments concrets pour bien prendre soin de votre santé. La semaine prochaine, on parle à nouveau de santé, cette fois de santé mentale. Alors, soyez avec nous. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».